Bonjour à toutes et à tous. Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti vous présente la série 3 voix, un tambour. Une série de podcasts consacrés à 3 femmes. Nous allons à leur rencontre pour qu'elles nous parlent de leur passion, de leur art et de leur manière de voir le monde. 3 épisodes, 3 femmes, 3 voix singulières. Chacune de ces voix porte en elle d'ailleurs une manière unique de dire le monde, de le chanter, de l'écrire, de le rêver surtout. Pour ce premier épisode, je reçois Stéphane Martelly. Mon nom, c'est Marc Sonny Rico. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour Stéphane Martelly. Bonjour Marc Sonny Rico. Vous êtes écrivaine, peintre et chercheur. Vous êtes né à Port-au-Prince, vous enseignez au département des arts, langues et littérature de l'Université de Sherbrooke. Vous avez travaillé sur la littérature haïtienne contemporaine, la création, les marginalités littéraires, ainsi que sur les limites de l'interprétation, si je me souviens bien. Vos derniers livres s'intitulent Inventaire, poésie. C'est un recueil de poésie, triptyque 2016, L'Enfant Gazelle, Fab, Remue-Ménage 2018, Les Jeux du dissemblance, folie, marge et féminin en littérature haïtienne contemporaine, édition Nota Bene 2016. Votre plus récent qui est là avec nous s'intitule aussi Mourir est beau. Et il vient de paraître chez le Noah au Québec. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est un recueil que j'ai lu d'ailleurs avec grand plaisir. Mais d'abord, j'aimerais vous poser une question assez vaste, que je trouve assez vaste. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes poétesse, peintre et chercheur. Votre travail navigue entre l'écriture, les arts visuels et la recherche. Comment ces différentes pratiques s'entrelacent-elles dans votre processus de création? Merci, c'est vrai que c'est une question assez vaste. Et c'est bien que vous avez pointé l'entrelacement, parce que c'est un phénomène nouveau pour moi, l'entrelacement de ces pratiques. Au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour moi des pratiques très séparées, comme la recherche d'un côté, la poésie de l'autre, les arts visuels dans une troisième voie. Mais de plus en plus je rentre profondément dans ma pratique en recherche-création, dans ma pratique de réflexion critique sur la création, et dans ma création tout court, ce sont des processus qui pour moi sont maintenant très imbriqués. C'est-à-dire que la poésie me sert à réfléchir, l'art visuel me sert à conceptualiser, la recherche pour moi est une autre forme de langage poétique. Donc ce sont des pratiques, si vous voulez, qui sont auto-soutenantes, mais en même temps qui se soutiennent les unes les autres dans ma démarche. La mémoire, la trace, mais aussi l'effacement sont des thèmes récurrents dans votre œuvre. Que révèle-t-il selon vous de notre rapport à l'histoire et à la langue? Oh, c'est encore une question intéressante, très vaste. Je pense que la mémoire est venue un peu par la porte de derrière dans mon travail, parce que ce qui m'intéressait le plus, c'est vraiment le travail de la langue, les possibilités infinies de la langue, la capacité de la langue de produire de nouvelles réalités, ce qui est un peu la définition de la poésie. Mais j'essaie d'être dans cette pratique de la langue un peu dans tous mes travaux. Et puis, donc c'est quelque chose qui a l'air d'être plutôt dirigé, si vous voulez, vers les potentialités et puis le futur. Mais la mémoire est rentrée un peu par la porte en arrière. Justement, ici, aujourd'hui, nous sommes à Concordia, au Centre d'histoire orale, où j'ai longtemps travaillé. Et c'est vraiment ici que s'est déployé pour moi un intérêt très puissant vis-à-vis de la mémoire, vis-à-vis de la trace et vis-à-vis du silence, puisque j'ai participé au projet Histoire de vie des Montréalais déplacés par la violence, où nous avons fait des entretiens un peu comme nous faisons aujourd'hui, mais avec des personnes qui racontaient leur récit de vie. Et là, j'ai eu envie, par-dessus ce travail, d'imbriquer des processus créatifs que je proposais à moi-même et à d'autres, pour réfléchir justement, même quand quelqu'un raconte sa vie, il y a des plages de silence, il y a des plages de non-dits, qui sont tout autant porteurs de mémoire, compliqués peut-être, mais porteurs de mémoire, que les choses que la personne dit elle-même. Et donc, c'est devenu pour moi un autre enjeu, un autre problème de création. Nous sommes dans un monde où on oublie vite. Mais quelle est aujourd'hui, en cette année de 2025, l'importance de la mémoire? Oui, la mémoire est très urgente, très urgente. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on ne s'occupe pas de la mémoire, pour un peu paraphraser une citation célèbre, quand on ne s'occupe pas de la mémoire s'occupe de nous. C'est-à-dire qu'elle ressurgit de toutes les manières possibles, de manière extrêmement chaotique, extrêmement, dans le cas de la situation mondiale actuelle à Haïti,
en particulier de manière très violente. Tout ceci, ce sont les manifestations d'une mémoire qui n'est pas apaisée, d'une mémoire qui n'a pas pris conscience d'elle-même pour proposer du nouveau et donc qui se réitère à l'infini comme un disque bloqué parce que précisément on n'a pas fait le travail de mémoire qu'il fallait faire. Donc la mémoire est vraiment essentielle. On ne peut pas comprendre qui on est dans le monde d'aujourd'hui et surtout où on veut aller à l'avenir si on ne comprend pas notre passé. Et c'est ce que vous essayez de faire, de retracer, de remémorer, de se souvenir, de réhabiliter la mémoire. Oui, en tout cas, je veux bien offrir un accompagnement aux personnes qui sont dans ces processus mémoriels compliqués. Ce ne sont pas des processus faciles, ce sont des processus qui sont entravés par toutes sortes de traumatismes, par toutes sortes d'irrésolus, par toutes sortes de réparations ou de justice non accomplies. Mais c'est un travail auquel il faut se prêter avec beaucoup de courage. Le courage qu'ont manifesté la plupart des gens qui ont participé à ce projet mémoriel dont je vous parlais tout à l'heure. La poésie, c'est une autre forme de trace. Elle ne va pas nécessairement dire directement les choses qui se sont passées, mais elle emporte l'empreinte. Et puis cette empreinte constitue vraiment une sorte de tracé qui à la fois témoigne du passé, mais qui en même temps le désengage et le propose à d'autres possibilités d'exister. Votre œuvre semble profondément habitée par le corps et la voix. Stéphane, quelle place accordez-vous à la dimension corporelle dans votre approche artistique et poétique? Je pense que mon travail artistique de plus en plus engage vraiment tous les aspects possibles de l'être humain, donc de ma propre humanité et de celle des autres. La pratique du corps, on n'a pas l'impression qu'en écrivant de la poésie, c'est plus évident pour les arts visuels qu'il y a un processus où le corps est profondément engagé parce qu'il y a du mouvement. Mais dans d'autres pratiques qui ont l'air plus conceptuelles, plus poétiques, pour moi le corps est tout aussi engagé, non seulement le corps écrit, mais le corps en train d'écrire. C'est vraiment une activité qui met en mouvement à la fois la pensée et puis le corps, et il subsiste toujours des traces de ceci dans l'écriture. L'écriture porte un peu la cartographie des chemins par lesquels elle est passée pour exister. Vous écrivez, vous faites de la peinture. Est-ce qu'il y a une différence quand vous travaillez en tant que poète et en tant que peintre? Ah, de moins en moins. Mais ce que la peinture me permet par rapport à la poésie, c'est d'être dans une espèce d'absence de langage. C'est-à-dire d'être vraiment dans la matière, d'être dans les couleurs, d'être dans le mouvement et d'être dans une sorte de respiration et de mouvement du corps que peut-être la poésie engage un peu moins en apparence. Mais ce qui m'intéresse le plus en fait dans mon travail plastique, c'est vraiment le travail de la matière. C'est pour ça que quand par exemple on regarde mes toiles, on a l'impression souvent de voir des reliefs parce que ce sont des surfaces texturées. Et pour moi, la matière que je dépose sur différents supports, que ce soit du bois ou du canevas, c'est une matière vivante qui n'attend que d'être sculptée, qui n'attend que d'être manipulée en fait. En fait, c'est comme si j'espérais que le spectateur qui regarde sente un peu le geste qui a donné forme à cette matière sur la toile. Est-ce que vous êtes poète avant d'être peintre ou vous êtes peintre avant d'être poète? Chronologiquement, je suis poète avant d'être peintre. Okay. Mais maintenant, disons que c'est plus compliqué. Ce sont des pratiques vraiment qui s'entremêlent et qui se superposent. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de participer à une résidence, c'était à la fois une résidence d'écriture et une résidence de peinture dans le même espace. Donc, vous voyez, ça devient un peu entremêlé. Tout-puissant. Le cercueil était vitré, nous n'avons pu rien faire. Pour te préparer, tout était déjà décidé. Des gens disaient des paroles sur toi qui n'étaient jamais entièrement exactes. Certaines se trompaient sur toi déjà, mais les hommes de notre famille, tous grands de taille, se sont mis à chanter des hymnes à l'unisson, sans musique, comme ils l'ont toujours fait, t'aimant de leur pudeur ardente alors que tu savais danser. Il faudrait faire quelque chose qui soit l'inverse du deuil, un chant qui effiloche les palmiers, qui modèle montagne et rivage, qui soit du côté de la vie vivante et y ramène les mortes. Un rite très ancien qui tolère de nous voir souffrantes, inabouties, perplexes. Une parole qui porte atteinte aux ordinaires qui nous sont assignés, nous restitue au vent.
J'ai lu votre dernier recueil, Mourir est beau, qui est publié chez Le Noah et au Québec. Il faut dire que ce livre m'a donné une autre idée de la mort. C'est un livre sur la mort, le temps, les souvenirs. À la page 80, j'ai lu reprendre et border l'éméage des chaudières. Ma soif est violente, inaboutie. Il y aura toujours cette terreur, cet éclat contre la nuit. Ce bout de poème, comme pour dire que la mort, la souffrance seront toujours là. Il y aura toujours cette terreur, cet éclat contre la nuit. Ah ben c'est intéressant, vous voyez dans ce poème particulièrement, il y a à la fois la terreur, mais il y a aussi l'éclat. Donc il y a toujours cette espèce de renversement ou d'équilibre à l'intérieur de ce livre, à la fois peut-être pas poème par poème, peut-être dans le continu de sa structure, il y a vraiment à la fois, oui, cette réflexion très engagée envers cette question de la mort qui apparaît comme à la fois les limites du vivant, mais aussi les limites de la dignité. De quelle mort s'agit-il? Est-ce que c'est une mort qui nous permet de rester humains? Est-ce que c'est une mort qui ne nous avilit pas? Est-ce que c'est une mort qui nous élève? Ou est-ce que c'est une mort qui arrive par la terreur banale, dépossédante, etc. Mais tout de même, dans ma poésie, je pense qu'il y a une espèce de refus. Et ma révolte est peut-être celle-ci, c'est que je ne consens pas à ces formes d'anéantissement complet. S'il y a la terreur, il y a aussi l'éclat qui résiste et puis qui propose en même temps une étincelle, peut-être une autre chose qui... Et c'est pour ça le titre « Mourir est beau ». Oui, mais oui, c'est bon, vous avez reconnu en tant qu'haïtien, vous avez reconnu l'hymne national. Je voulais réfléchir jusqu'au bout à cette idée que j'ai répétée très enfant, moi aussi, comme vous, sur les cours d'école. Mourir est beau, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire mourir est beau dans le contexte haïtien? Vraiment, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire nos ancêtres quand ils ont dit liberté ou la mort, par exemple? Et comment est-ce que cette idée existe encore ou peut être encore défendue dans le contexte haïtien? Et inversement, dans le contexte nord-américain, qu'est-ce que c'est que cette mort qui s'abat sur les sujets afro-descendants ou les sujets noirs dans ces différentes sociétés, États-Unis, Québec, Canada, qui a l'air de plonger un peu leur existence dans une forme de précarité ou de non-sens. Donc j'ai voulu réfléchir à toutes ces itérations, toutes ces possibilités de la mort pour en extraire une poésie qui peut-être affirme en même temps autre chose, affirme finalement le génie de toutes ces populations afrodescendantes de se maintenir en existence même quand la mort leur est sans cesse proposée, et même à s'approprier cette idée de la mort comme l'ont fait nos ancêtres pour dire que la vie vraie, la vie humaine, la vie de la dignité humaine mérite qu'on la défende jusqu'au bout. Et puis, c'est très autobiographique aussi, je pourrais dire intime. Il y a la présence de votre mère, d'ailleurs, le dernier poème, c'est un poème à votre mère, des morts de votre famille aussi. Il y a aussi le poème Tout-Puissant que je trouve à la fois sobre, gai, magnifique, et surtout la fin. J'aime beaucoup la fin de vos poèmes. Comment écrivez-vous ces poèmes? Ah, mon Dieu. Mais d'abord, merci beaucoup d'avoir vu tout cela. Et puis, c'est très difficile à expliquer. Je pense que je me laisse complètement habiter par une idée et puis que je pose quelques idées assez rapidement sur du papier en écrivant à la main généralement. Et puis ensuite vient le long moment du retravail. Il y a l'intuition qui est très forte, il y a une certaine habileté dans le langage qui est la mienne, mais une fois que cette étincelle a été un petit peu allumée, il faut la maintenir en vie, il faut la creuser, il faut la travailler par un travail assez impitoyable en fait sur le poème jusqu'à arriver à sa version la plus réussie. Hein? Et ça, c'est une longue démarche parce qu'il faut tout observer, il faut observer les métaphores, il faut observer le rythme, il faut observer la couleur du poème, il faut observer l'implicite, les niveaux d'implicite qu'on veut faire se coexister à l'intérieur du poème. Et dans mon cas, j'observe même la mise en page parce que la manière dont je dispose mes vers sur la page est très importante aussi dans leur signification. Donc c'est un très long travail et puis c'est une démarche vraiment très exigeante, mais en général, je me lance dans des aventures compliquées. Et puis, vos poèmes, ce sont des histoires, des gens que vous aviez rencontrés, des visites, des villes. Il y a le dernier poème, avant-dernier, qui s'intitule « Il faut mourir à reculer ». C'est une histoire. J'ai l'impression que vous n'êtes pas de ce genre de poètes qui peuvent s'asseoir à une table et imaginer des vers. Dans ce livre, vos poèmes, ce sont des histoires. Ah, mais il y a les deux. Il y a vraiment des poèmes qui sont complètement sortis de mon imagination et qui ne sont rattachés à aucune réalité concrète.
Mais il y a aussi des histoires. Il y a aussi des mots entendus que je rapatrie vers une histoire que je complète. Donc, par exemple, quand vous avez dit que c'est autobiographique, oui, ça l'est. Est-ce que c'est intime? Oui, ça l'est et ça ne l'est pas. Est-ce que c'est autobiographique? Oui, ça l'est, mais ça ne l'est pas du tout parfois. Donc, c'est vraiment une sorte de mélange. J'arrive à tisser un peu cette espèce de grand enchevêtrement. D'ailleurs, la couverture du livre, c'est une artiste qui s'appelle Michael Sergil. C'est une tapisserie. Mais moi aussi, à l'intérieur du livre, je tisse. Je tisse ensemble des choses parfois très, très, très différentes. Et par exemple, en lisant le livre, il est à peu près impossible de savoir qu'est-ce qui appartient à ma biographie ou qu'est-ce qui appartient vraiment à quelque chose que j'ai observé ou qu'est-ce qui appartient à quelque chose que j'ai complètement inventé. Mais l'élan est le même. La sincérité est la même. Même quand tout est inventé. Tout est vrai. Qu'est-ce qui vous a poussé à intéresser au thème de la mort? Je crois que j'étais juste frappée. En général, voilà comment je me lance dans un processus créatif. C'est parce qu'il y a un problème devant moi que je ne comprends pas ou que je veux élucider ou que j'ai besoin de surmonter. Donc, ou que j'ai besoin d'imaginer plus grand qu'il ne se présente à moi. Donc, je pense que c'est tout le contexte que nous vivons, qui est un contexte extrêmement violent de cette partie du XXIe siècle. D'abord en Haïti, bien évidemment, avec toute la violence qui a lieu maintenant, mais c'est qu'il y a une violence qui a préparé depuis au moins 30 ans, 40 ans. Là, on a le résultat désastreux de ce qui se prépare depuis très longtemps, en fait. Et puis, à l'échelle mondiale, c'est la réapparition de pratiques génocidaires vraiment à grand calibre, que ce soit au Soudan, en Palestine ou ailleurs, ou au Congo. Et puis, il y a vraiment le fait que nous basculons vraiment vers des régimes un peu fascistes, un peu à droite à gauche. Les feux du fascisme se rallument incontestablement. Donc, nous sommes vraiment dans une ère que Bell Hooks, par exemple, l'intellectuelle afro-américaine, appelait vraiment qui rentre dans une espèce de culte de la mort. Et donc, comment est-ce que nous allons résister à tous ces gens qui veulent tuer, parfois qui veulent nous tuer, mais de toutes ces manières qui veulent tuer quelque chose ou quelqu'un? Comment allons-nous maintenir la vie à l'intérieur de ce moment terrible que nous vivons? Et donc, mon livre est un petit peu un effort en ce sens. La place des femmes est aussi importante dans votre livre, comme l'a dit Marie-Céliania, et qui a animé le lancement du livre à la librairie Le Port de Tête. C'était magnifique. Vous écrivez beaucoup au féminin. Oui, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, puisqu'il se trouve que je suis une femme. Mais qu'en plus d'être une femme, ça me plaît particulièrement d'être une femme et que j'ai vu autour de moi les personnes que j'ai longtemps considérées comme des leaders, comme des précurseurs, comme des précurseurs, comme des leaders, s'il fallait le dire. Et ce sont été souvent des femmes dans mon parcours de vie. Donc ça correspond un peu à ce autour de quoi j'ai grandi. Mais ça correspond aussi à une démarche personnelle de penser que la femme peut tout à fait occuper la place de l'universel. Tout simplement. Il y a le début de votre poème, à la page 66. Nous écrivons pour être à côté de la vie, pour savoir que grotesque nous sommes vivants parmi les morts et qu'il nous faut être bien dérisoires pour ignorer que nous ne sommes pas à l'instant aïeuls de personne. Dérisoires, inutiles, incomplètes et néanmoins vivaces. Je pense tellement à cette phrase. Nous écrivons pour être à côté de la vie. Est-ce que vous écrivez pour être à côté de la vie? Je pense que tous les gens... C'est une très bonne question. Mais je pense que tous les gens qui écrivent sont un peu des insatisfaits de la vie. Hein? Parce que si nous nous contentions de vivre comme tout le monde, nous n'aurions pas besoin d'écrire. L'écriture nous place un peu à côté de la vie, mais elle nous place en même temps dans la vie parce que c'est pas vrai que la vie s'arrête aux frontières de la page. La vie continue, elle propose d'autres choses qui ne sont peut-être pas aussi tangibles que d'autres, mais qui sont très importantes. Oui, je crois qu'il y a une sorte de maladresse là, de gens qui sont un peu dans la création, qui sont en fait des insatisfaits du monde profondément. Parce que si on est satisfait, on se contente de cuire son pain, de le manger et puis d'aller dormir. Non, les gens qui crèvent veulent encore autre chose, même quand ils sont repus. Et puis c'est cette insatisfaction-là qui nous conduit à imaginer autre chose. Haïti, en ce sens, c'est vraiment un espace très éloquent pour l'imagination. C'est comme si les personnes haïtiennes ne cessent d'imaginer les mondes possibles, tant leur création est vive et continue depuis le début de la fondation de cette nation. Nous avons besoin d'imaginer un monde qui ne nous a pas prévu, peut-être. Et qu'est-ce que ce livre a fait de vous après la dernière phrase, le dernier poème? C'est très juste comme question en même temps, Marsoni, parce que
c'est vrai qu'après avoir traversé un processus comme celui-là, on est transformé, ça c'est certain. Je ne connais pas encore entièrement le résultat de cette transformation. Je sais simplement que ce livre m'a aidé à traverser une grande aventure intellectuelle, une grande aventure de création. Et je me sens déjà transformée, mais je n'ai pas encore fait la comptabilité de cette transformation. J'aimerais savoir votre goût pour la poésie, les poètes que vous aimez, que vous êtes en train de lire. Oh mon Dieu, c'est très, il y a beaucoup de réponses possibles. Alors, je dirais en poésie haïtienne quand même, et ce n'est pas que circonstanciel parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'il est décédé. Je dois dire que la poésie d'Anthony Phelps c'est vraiment un poète très important pour moi, que je continue de découvrir dans sa précision de la langue. Évidemment, Magloire Saint-Aude, puisque j'ai travaillé sur son œuvre si longtemps. C'est un poète incroyable qui réussit avec très peu de créer des univers très complexes poétiques. Il y a la poète aussi Yannick Jean, qui est une poète immense, dont on n'a pas encore pris vraiment la mesure. C'est une poète d'une force d'écriture et d'une qualité d'image et de métaphore assez exceptionnelle. Je pourrais continuer très longtemps. La liste est très longue. Merci beaucoup, Stéphane Martelly. Merci à vous d'avoir pris le temps de me poser ces bonnes questions. Merci, c'était avec nous Stéphane Martelly qui vient de publier chez Lenora Édition Mourir est beau, qui est disponible dans toutes les librairies du Québec d'ailleurs. Merci, à bientôt. Merci à vous, c'était un plaisir.